Arthur Danto, La transfiguration du banal, une philosophie de l'art. Lors de sa parution originale en 1981 aux États-Unis, La transfiguration du banal a été saluée comme une contribution majeure à la théorie contemporaine de l'art. Arthur Danto est un des représentants les plus importants de la philosophie analytique actuelle, mais la résonance du livre s'est étendue au-delà des milieux philosophiques. Ses thèses ont causé une effervescence indéniable dans le monde de l'art américain. Ce très large succès est dû en premier lieu au caractère extrêmement original et stimulant de la théorie de l'art que propose Danto. Il a été facilité par le fait que l'auteur combine la rigueur logique de la philosophie analytique avec une connaissance approfondie non seulement de l'histoire de l'art, mais aussi des développements les plus vivants de l'art moderne. Ajoutons-y un jugement artistique sûr, le fait qu'avant de se consacrer exclusivement à la philosophie, Danto a été peintre n'y est sans doute pas pour rien. Une absence de tout dogmatisme et à l'occasion un quant à soi non dénué d'ironie. La transfiguration du banal est un mariage réussi entre l'analyse théorique la plus ambitieuse et l'attention la plus fine accordée à la vie de l'art dans sa réalité la plus tangible. Il arrive que des critiques développent leur propre philosophie de l'art. Pour en rester aux États-Unis, il suffit de penser à Clement Greenberg, à Harold Rosenberg ou Michael Fried. Mais le cheminement inverse est assez rare, ce qui a fait dire à Robert Monterwell « Si quelqu'un m'avait prédit qu'un des regards les plus pénétrants de la critique actuelle allait se révéler, être celui d'un philosophe professionnel, j'aurais considéré ce fait comme improbable. » Et pourtant, c'est le cas d'Arthur Danto. Le monde de l'art américain ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisque la transfiguration du banal a valu à son auteur de devenir le critique attitré de The Nation. Comme l'indique son sous-titre, le livre de Danto est une philosophie de l'art. L'auteur aurait pu préciser une philosophie analytique de l'art. Dans un de ses livres précédents, Analytical Philosophy of History, il distingue entre la philosophie substantialiste et la philosophie analytique de l'histoire. En généralisant cette distinction, et pour aller vite, on dira que la philosophie substantialiste se définit par ses objets, alors que la philosophie analytique se définit par ses méthodes. Ce en quoi, soit dit en passant, elle ne fait que renouer avec la tradition socratique. Elle peut donc s'appliquer à tous les objets traditionnels de la philosophie et à un bon nombre d'autres. Danto est ainsi notamment l'auteur d'une philosophie analytique de l'histoire, d'une philosophie analytique de l'action et présentement d'une philosophie analytique de l'art. Le noyau méthodologique de la philosophie analytique réside sans doute dans la thèse que l'objet premier de la philosophie n'est pas le monde, mais la manière dont le monde est pensé et dit. Alors que la philosophie substantialiste voit souvent dans le langage un pis-aller, voire un écran opaque qu'il faut tenter de dépasser pour aller directement aux choses, la philosophie analytique le considère comme une réalité irréductible et comme un des objets privilégiés de la philosophie. Pourtant, l'opposition entre les deux écoles n'est pas absolue, malgré l'importance qu'elle accorde au langage et à la pensée logique. La philosophie analytique s'intéresse aussi aux choses mêmes. Danto précise en effet que comme nous n'avons pas d'accès au monde en dehors de nos façons d'en parler et de le penser, l'analyse philosophique de nos manières de penser et de dire le monde aboutit en fin de compte à une description générale du monde, comme nous sommes obligés de le concevoir, étant donné nos façons de penser et de parler. Le monde pensé et dit est le monde. La même chose vaut pour l'art. La philosophie analytique refuse de considérer l'art comme une réalité ineffable située au-delà de nos manières de penser et de dire. Il n'existe qu'en tant qu'il est constitué par l'activité sémantique de l'homme. On a coutume de superposer à cette première opposition celle entre la philosophie continentale et la philosophie anglo-saxonne. La première serait l'héritière des grandes traditions de la philosophie idéaliste, Hegel, de la philosophie de la vie, Kierkegaard, Nietzsche, de la phénoménologie, Husserl, Heidegger, Sartre, alors que la seconde serait l'enfant de l'empirisme, du pragmatisme et du positivisme logique. Tout n'est pas faux dans cette opposition, mais elle est trop simpliste et manichéenne. Après tout, Wittgenstein est certain.
des représentants les plus importants du positivisme logique sont d'origine autrichienne, et s'ils ont émigré, c'est en général non pas pour des raisons philosophiques, mais pour les raisons politiques que l'on sait. Dans le cas de Danto, elle est particulièrement malvenue. Dans la transfiguration du banal, il fait tout autant référence à Socrate, Descartes, Kant, Hegel, dont la thèse de la fin de l'art prendra une importance capitale dans l'évolution de sa pensée postérieure à la transfiguration du banal, Nietzsche, Heidegger ou Sartre, co-représentants de la tradition anglo-saxonne. Son intérêt pour la tradition philosophique continentale n'est d'ailleurs pas circonstanciel, puisqu'il est l'auteur d'un livre sur Nietzsche et d'un autre sur Sartre. De ce fait, il est sans doute parmi les plus européens des philosophes américains, et le lecteur français, même s'il est peu au fait de la philosophie analytique, se retrouvera souvent en terrain connu. La philosophie analytique donc se penche sur nos manières de penser et de parler, mais entre les deux, il n'y a pas nécessairement coïncidence. La logique de surface de nos manières de parler n'est pas toujours conforme à la logique profonde de nos manières de raisonner. Le philosophe qui s'intéresse surtout aux premières décrira l'usage linguistique et sa logique naturelle, alors que celui qui privilégie le raisonnement logique conçu comme critère de validité analysera ou reconstruira les procédures de légitimation argumentive. Vu l'intrication du langage et de la logique, les deux attitudes ne s'excluent évidemment pas, et Danto les combine souvent. Il n'en reste pas moins qui privilégie sans conteste l'analyse des structures argumentatives profondes. En cela, il se démarque de ceux des esthéticiens analytiques qui s'inspirent du Wittgenstein des investigations philosophiques et ont recours surtout à l'analyse de la logique implicite de nos usages linguistiques. Vu la multiplicité et la disparité des usages qu'il constate, il conclut généralement que l'art est indéfinissable, qu'il s'agit d'un concept ouvert ou d'un ensemble flou défini par de simples ressemblances de famille. Danto refuse d'endosser cette conclusion et fait le pari que dès lors qu'on va au-delà de la logique de surface de l'usage linguistique, qu'on s'adresse aux procédures de légitimation argumentative, et au contraire possible de définir l'art. Il est au contraire possible de définir l'art. Une des caractéristiques méthodologiques les plus remarquables, et sans doute la plus inattendue pour le lecteur français de la transfiguration du banal, est directement liée à ce privilège accordé à l'analyse argumentative. Il s'agit de l'importance que revêtent les exemples fictifs, imaginaires, typiques surtout du versant logique de la philosophie analytique, ce recours à l'expérience de pensée, thought experiment, a une justification profonde, puisque la philosophie analytique veut être une recherche soumise à des procédures de vérification intersubjective. Les constructions expérimentales y jouent un grand rôle. Or, dans la mesure où l'analyse philosophique a pour objet premier nos manières de parler et de penser, dans la mesure donc où l'esprit y est à la fois le moyen et l'objet d'investigation, l'expérience de pensée est à la philosophie ce que l'expérimentation matérielle est aux sciences naturelles. Cependant, les expériences de pensée philosophique ont une forme bien spécifique. D'après Danto, en philosophie, toutes les questions ont la même forme. Il s'agit de savoir pourquoi deux choses qui extérieurement se ressemblent tout à fait peuvent néanmoins appartenir à des types d'objets philosophiques totalement distincts. D'où le recours à la construction de paires d'entités fictives perceptuellement indiscernables, mais ontologiquement distinctes. En effet, les structures linguistico-logiques se définissent essentiellement par leur fonction discriminatoire, différenciante. Or, la construction de paires perceptuellement indiscernables élimine tous les critères de différenciation sensibles et plus largement matériels, de sorte que les seuls critères subsistants sont d'ordre logique, ce qui permet d'étudier les structures catégorielles dans des conditions de pureté expérimentale qui font mieux ressortir leur spécificité. Pour apprécier à sa juste valeur la fécondité de cette démarche, un exemple suffira. Dans le cadre de la transfiguration du banal, Danto invente de nombreuses paires d'entités sensoriellement indiscernables, mais dont l'une est une œuvre d'art et l'autre un simple objet réel ou une représentation non artistique. Notons que de telles situations ne relèvent pas uniquement de l'expérience de pensée. Fontaine de Duchamp, Boîte Brio de Warhol, Portrait de Madame Cézanne de Lichtenstein sont des œuvres d'art qui possèdent toutes des répliques non artistiques sensoriellement indiscernables de l'œuvre.
Les autres urinoirs de la série industrielle dont Fontaine a été extrait, les innombrables boîtes en carton de tampons à récurer Brio, que boîte Brio transpose fidèlement dans le matériau du bois, le diagramme à l'aide duquel le critique Herlé Loran a analysé le portrait que Cézanne a fait de sa femme et que Liechtenstein se borne à agrandir. On voit que le noyau logique des exemples réside dans la démonstration que la question du statut de l'œuvre d'art ne saurait être résolue par des critères de discrimination perceptuelle, puisque deux entités peuvent être perceptuellement indiscernables, alors même que seulement l'une des deux est une œuvre d'art. Ces critères sont d'ailleurs aussi logiquement insuffisants pour distinguer une œuvre d'art, une œuvre d'une autre, tirant les leçons philosophiques de la célèbre nouvelle de Borges, Pierre Ménard, auteur de Quichotte. Danto montre qu'à un même texte, du point de vue matériel, peuvent correspondre deux œuvres distinctes. Pour l'essentiel, la démarche de la transfiguration du banal est donc double. Il y a une étape négative qui, par une sorte de réduction à l'absurde, démontre que la spécificité ontologique de l'œuvre d'art n'est pas une propriété matérielle ou perceptuelle, et que l'œuvre d'art ne nous est pas donnée de la même manière que les objets du monde. La deuxième étape positive tente de dégager les critères, non plus perceptuels mais catégoriels, grâce auxquels les œuvres d'art sont ou deviennent des œuvres d'art. Le but essentiel de la transfiguration du banal est donc de définir l'essence de l'art et de déterminer la spécificité de l'œuvre d'art par rapport aux entités non artistiques. Bien que les exemples que donne Danto proviennent souvent des arts plastiques, ces démonstrations ont une portée générale et concernent donc aussi l'art verbal. Le premier pas de l'analyse consiste à distinguer les œuvres d'art des simples objets réels. Lorsqu'on compare des paires d'entités indiscernables, dont l'une est un simple objet et l'autre une œuvre d'art, on constate que leur différence réside dans le fait que l'œuvre d'art possède une structure intentionnelle, c'est-à-dire qu'elle est à propos de quelque chose contrairement au simple objet réel qui se borne à être ce qu'il est. Cette structure intentionnelle n'appartient pas naturellement à l'entité artistique, mais lui a été imposée par un être humain, en l'occurrence l'artiste. Une entité donnée est donc une œuvre d'art si elle incarne une intentionnalité artistique, dans la mesure où l'intentionnalité est définie comme une relation de renvoi et comporte toujours une composante représentationnelle. Toutes les œuvres d'art, figuratives ou non, relèvent du domaine de la représentation au sens logique de ce terme. Évidente dans le cas de l'art littéraire, puisque le langage est par définition représentationnel. Cette démonstration est importante pour les arts plastiques, puisqu'elle permet à Danto de couper le cordon ombilical entre la théorie de l'art et l'esthétique. La théorie de l'art est irréductible à l'esthétique, puisque les prédicats artistiques qui sont liés à une structure d'intentionnalité sont irréductibles aux prédicats esthétiques, qui sont purement perceptuels. De ce fait, toute tentative visant à définir l'art par des critères esthétiques est vouée à l'échec. Cela veut dire aussi que la beauté ne saurait être définitoire de l'art. Une entité qui possède des qualités esthétiques n'est pas nécessairement une œuvre d'art. C'est le cas de certains objets naturels, mais aussi de certains artefacts. Les urinoirs indiscernables de Fontaine possèdent peut-être des qualités esthétiques, et pourtant ce ne sont pas des œuvres d'art. Qui dit intentionnalité et représentation dit interprétation. Une œuvre d'art n'existe qu'en tant qu'interprétée. Le premier trait fondamental de l'interprétation artistique réside dans le fait qu'elle est constituante. L'œuvre d'art n'est pas un objet qui est donné et qu'on peut voir de manière neutre, mais une structure sémiotique qui est construite dans et par l'interprétation. L'œuvre et l'interprétation naissent ensemble dans la conscience esthétique, comme le montre l'exemple fictif sur lequel s'ouvre le livre. Lorsque l'interprétation change, l'identité de l'œuvre se transforme. La même surface rouge peut être une œuvre d'art minimaliste, carré rouge, ou au contraire une œuvre lourdement chargée de narrativité, la traversée de la mer Rouge par les Hébreux. Pierre Ménard, auteur du Quichotte, établit la même relation pour le domaine de l'art littéraire. Autrement dit, toute interprétation artistique, toute constitution d'une œuvre d'art implique une identification de ce qui fera partie de l'œuvre. Ainsi, dans un tableau, la face est pertinente, alors que le dos est en général non pertinent. De même, sauf exception, la typographie n'intervient pas dans l'identification artistique d'une œuvre littéraire. L'interprétation artistique, telle que l'entend Danto,
ne doit donc pas être confondu avec les diverses variantes de l'interprétation herméneutique. Cette dernière n'est pas constituante, mais explicative. Elle n'est possible que lorsque l'identification constituante de l'œuvre est réalisée. C'est toujours l'œuvre déjà constituée qu'elle interprète comme signe, symptôme ou expression d'une réalité sous-jacente. Dans la mesure où l'identification artistique fait passer l'entité qu'elle constitue d'un plan matériel et perceptuel, simple objet, à un plan intentionnel, œuvre d'art, on peut encore dire qu'elle est transfigurative. Grâce à elle, le support matériel, quel qu'il soit, est transformé en médium artistique. L'identification artistique n'est donc pas littérale. Identifier littéralement un tableau n'est qu'un ensemble de taches de couleurs, et ce n'est que grâce à l'identification transfigurative qu'elles deviennent représentationnelles ou signifiantes. De même, identifier littéralement un poème n'est qu'un ensemble de taches d'encre ou de bruit, et seule l'identification transfigurative le transforme en signe, c'est-à-dire à un ensemble de marques dotées d'une structure de renvoi. Il faut ajouter qu'en vertu de sa conception intentionnaliste, d'après laquelle un objet est une œuvre d'art, parce que son créateur l'a déterminé comme structure représentationnelle, Danto défend une théorie non relativiste de l'interprétation. L'identité de l'œuvre est certes toujours relative à une interprétation, mais c'est l'auteur qui détermine l'interprétation correcte. Précisons que le but de l'interprétation réceptive n'est pas de retrouver l'intention de l'auteur, événement privé et donc inaccessible, mais uniquement son interprétation qui, elle, est un événement public. L'interprétation correcte est celle qui s'approche le plus de celle que l'artiste a donnée ou qu'il aurait pu donner vu sa place dans le monde, l'époque et le lieu où il a vécu et les expériences qui ont pu être les siennes. Les notions de représentation et d'interprétation ne suffisent pas encore pour définir l'art. Toutes les représentations, c'est-à-dire toutes les entités qui doivent être interprétées, ne sont pas des œuvres d'art. Un cube de Necker doit être interprété et il possède des identités distinctes, selon la manière dont on l'interprète. Pourtant, ce n'est pas une œuvre d'art. De même, le diagramme à l'aide duquel le critique Herlé Loran analyse les tensions structurelles du portrait que Cézanne a fait de sa femme n'est pas une œuvre d'art, bien qu'ils doivent être interprétés. Le même phénomène se retrouve dans le domaine de l'art verbal. Toute chaîne verbale doit être interprétée, mais elle n'en est pas pour autant toujours une œuvre littéraire. Un texte ne devient une œuvre d'art qu'à partir du moment où il ne suffit pas de savoir lire pour être capable de résoudre les problèmes qu'il pose. La thèse de l'identification non littérale, si elle suffit à distinguer les œuvres d'art des simples objets réels, ne permet donc pas de distinguer une représentation artistique d'une représentation non artistique. En effet, toute représentation picturale ou verbale implique une identification non littérale, puisque tout ci tient lieu d'autre chose que de sa propre matérialité. Cela est particulièrement net dans le domaine du langage. Étant un système sémiotique, il est par essence transfiguratif, et ce critère ne permet donc pas de distinguer un article de journal d'une œuvre littéraire. En fait, l'identification artistique possède encore une deuxième caractéristique qui permet d'opposer la représentation artistique à la représentation tout court. Elle dote le médium représentationnel d'une semi-opacité. La représentation artistique n'est jamais totalement transparente. Elle est toujours irréductible à ce qu'elle représente, à son contenu. Dans une œuvre d'art, la manière dont un contenu est présenté est aussi importante que ce contenu même. Le mode de présentation est la métaphore expressive d'une vision du monde. Ainsi, le célèbre portrait de Hendrike Stoffel en Bethzabée est-il irréductible à son contenu. Du fait de son style, il devient une métaphore de la vision du monde de Rembrandt, ainsi qu'une expression de son amour pour Hendrike. De même, en littérature, la narration d'une histoire est irréductible à l'histoire narrée. De sang-froid de Truman Capote ne saurait être réduit au récit d'un événement qu'il rapporte. Il possède une dimension supplémentaire, stylistique et expressive qui opacifie la description narrative. La signification des œuvres résulte toujours de l'interrelation d'un contenu. Il y a toujours un contenu. L'absence de contenu est aussi un contenu. Et du mode de présentation de ce contenu. On voit que pour Danto, les aspects formels et expressifs de l'œuvre ont une importance cruciale, puisque c'est en fin de compte uniquement à travers eux
qu'est possible la transfiguration d'une représentation non artistique en œuvre d'art. Toute représentation qui n'est pas une œuvre d'art peut avoir une réplique qui en est une. La différence réside dans le fait que l'œuvre d'art utilise la manière dont la représentation non artistique présente son contenu pour mettre en avant une idée concernant la manière dont ce contenu est présenté. On pourrait donc peut-être dire que la structure représentationnelle de l'œuvre d'art est doublement métaphorique, au niveau de l'identification du substrat matériel comme porteur d'un contenu sémiotique, puisque ce n'est que métaphoriquement par une identification non littérale que telle tache de couleur par exemple peut en arriver à représenter un objet intramondain, et au niveau formel puisque du fait des phénomènes stylistiques et expressifs la représentation du contenu est en même temps le médium d'une représentation seconde, indirecte et expressive. C'est dans le caractère inséparable de ces deux étages métaphoriques qu'il faut situer le trait essentiel de l'art. Toute œuvre d'art est représentationnelle, elle n'est jamais un simple objet réel, mais la forme de la représentation y devient à son tour le porteur d'une représentation seconde, indirecte, elle n'est jamais une simple représentation transparente. Si l'essence de l'art ne réside pas dans des qualités esthétiques et donc perceptuelles, mais dans sa structure intentionnelle, l'identité de l'œuvre d'art est toujours éminemment historique, puisqu'elle dépend des spécificités culturelles de l'époque où elle est créée. Tout n'est pas possible, toujours. L'œuvre d'art n'a d'existence qu'à l'intérieur d'un horizon artistique global, d'un monde de l'art, qui prédétermine les possibilités qui s'offrent aux artistes d'une époque historique donnée. Si quelqu'un avait peint au XIXe siècle des tableaux perceptuellement identiques à ceux de Picasso, ils n'auraient pas été acceptés comme des œuvres d'art, puisque les outils conceptuels, la théorie de l'art moderne, permettant de les interpréter comme œuvres d'art, n'existaient pas encore. Le fait que l'œuvre n'est possible que dans un monde de l'art, donc dans l'atmosphère d'une théorie de l'art, qui est toujours une réalité partagée, explique aussi pourquoi l'interprétation et l'identification artistique possèdent toujours un statut public. Mais l'importance que Danto accorde à l'histoire ne s'arrête pas là. Dans son introduction, il soutient que si la transfiguration du banal peut déterminer l'essence de l'art, c'est parce que l'art lui-même a évolué de manière à interroger sa propre essence. Il se réfère ici aux œuvres de Duchamp et surtout de Warhol. On pense évidemment à Hegel et à sa thèse selon laquelle la philosophie de l'art n'est possible qu'une fois que l'art a accompli son évolution naturelle. Danto soutient un peu une idée du même genre. Il la développera surtout dans The Philosophical Disenfranchisement of Art et dans The State of the Art. Il part du constat que le pop art, en dégageant l'essence philosophique de l'art, signe la fin des avant-gardes, dont le but avait toujours été la recherche de cette essence. Et il en conclut que l'histoire de l'art est terminée. Il ne veut pas dire par là que l'art post-historique n'aura plus d'histoire au sens courant du terme, ou qu'il sera obligé de répéter et de pasticher l'art du passé. Mais l'impulsion éminemment philosophique qu'a été pour l'art moderniste la recherche de sa propre essence, l'importance philosophique de l'art post-historique est donc moindre que celle de l'art moderniste, mais cela signifie aussi que contrairement à ce dernier, il s'affranchit de la philosophie. Son intérêt humain sera donc peut-être plus grand que celui de l'art moderniste, puisqu'il sera capable de remplir de multiples fonctions sociales, comme cela a été le cas aux époques prémodernistes. On le voit, la transfiguration du banal aborde tous les grands thèmes classiques de l'esthétique et de la théorie de l'art, mais les éclaire sous un jour nouveau et en renouvelle profondément l'enjeu. Grâce à la vitalité qu'il insuffle à des concepts qui pouvaient parfois sembler définitivement enterrés sous le poids du passé, grâce aux horizons nouveaux qu'il déouvre, grâce à son envergure et son ambition, le livre de Danto administre la preuve que l'esthétique philosophique n'est pas condamnée à être une entreprise exsangue, sans grand intérêt, mais qu'elle peut être captivante comme un roman et intervenir directement de manière cruciale dans les débats les plus actuels et les plus passionnés, sans pour autant perdre de sa rigueur ou abandonner ses ambitions théoriques. Jean-Marie Schaeffer.